Merci Isabelle, merci pour ton fabuleux congrès qui est toujours un très très bon moment. Et je vais vous parler donc de la série d'implants d'acétonide de fluocinolone du CFSR, qui est donc une belle étude collaborative nationale. Donc ça, ce sont mes liens d'intérêt. Et l'étude est publiée, ça y est, dans une revue de rang A que vous pouvez en fait maintenant, à laquelle vous pouvez avoir accès puisque c'est en open access depuis novembre 2022. Donc la problématique chez les patients diabétiques qui sont traités par un plan de cortisone, que ce soit la dexaméthasone ou l'acétonide de fluocinolone, c'est comment organiser le switch si on doit switcher et quelles sont un peu les caractéristiques de chaque molécule. Donc on a l'implant de dexaméthasone qui a un effet boost dès qu'on l'injecte, avec un pic d'efficacité sur le M1, M2, qui est aussi donc le pic de PIO, puis ensuite un déclin de l'efficacité et de la pression oculaire jusqu'au 6e mois. Donc la cinétique de l'acétonide de fluocinolone n'est pas du tout la même, avec une augmentation un peu plus progressive sur les 3 premiers mois, puis ensuite une phase de plateau, au moins jusqu'à M12 sur les études de vraie vie, mais dans les études pivotales jusqu'au 30e mois. Et la pression oculaire va suivre cette cinétique avec une augmentation de la PIO entre le 8e et le 12e mois, et ensuite une décroissance. Donc l'objectif de l'étude du CFSR, qui est une étude observationnelle rétrospective, c'était voilà, est-ce qu'on a des résultats qui sont bons en termes d'acuité visuelle et d'épaisseur rétinienne après un switch entre la dexaméthasone vers l'acétonide de fluocinolone? Quels sont les signaux de pression chez ces patients qui vont passer d'un corticoïde intraoculaire à un autre, d'autant plus que quand on va organiser le switch, eh bien, on aura parfois les deux molécules corticostéroïdes en même temps au niveau de l'œil. Est-ce qu'on doit attendre la récidive de l'œdème maculaire après DEX avant de switcher sous acétonide de fluocinolone? Et que penser de la problématique des traitements additionnels? Donc voici les résultats. On a 113 yeux dans cette étude. Donc on a plus de femmes que d'hommes. Ce sont des diabètes qui avaient une ancienneté de 21,9 ans avec un œdème maculaire diabétique d'une ancienneté moyenne de 71,8 mois. Il s'agissait surtout de patients pseudophaques puisque 91% de patients étaient pseudophaques. Là, c'est des études de vraie vie, donc vous voyez qu'en fait, sur la totalité des patients, on avait 25% des patients qui avaient des traitements hypotonisants. La plupart de ces traitements, c'était des monothérapies pour 52%, mais on a quand même des patients qui étaient sous bithérapie, voire trithérapie, et même des patients qui étaient traités sous quadrithérapie avec du Diamox. 3 patients avaient déjà eu un antécédent de SLT, mais cependant, ils ont été malgré tout traités par dexaméthasone, puis par acétonide de fluocinolone. Donc les traitements réalisés avant l'acétonide de fluocinolone, c'était forcément un passage par l'implant de dexaméthasone pour les 113 yeux, puisque c'était un des critères d'inclusion et c'est ce qui est recommandé en France, de faire un test corticostéroïde pour l'efficacité et la tolérance avant de passer à l'acétonide de fluocinolone si on doit y passer. La plupart des patients, comme il s'agissait d'œdème chronique, avaient quand même été traités par anti-VEGF, que ce soit le ranibizumab, l'aflibercept ou le bevacizumab. Donc l'acuité visuelle avant injection était de 54 lettres TDRS pour une pression moyenne de 14 mm de mercure et une épaisseur de 454 microns. Et si on regarde l'évolution de l'acuité visuelle sur les 12 mois, eh bien, il y a une très très bonne stabilité de l'acuité visuelle avec une petite augmentation et un pic à M4. Alors certes, on a pâti du Covid dans le suivi, puisqu'en fait les patients devaient avoir un suivi qui était assez régulier, à savoir injection, contrôle M2, puis M4, puis M6. Et du coup, on a eu une ventilation un petit peu plus désordonnée avec pas mal de patients vus sur des M3 et des M5 à cause du Covid et des rendez-vous qui ont été bouleversés. Les gains d'acuité visuelle sont quand même bons, puisqu'en fait, on a 15 à 20% des patients à M3, M6 et M12 qui ont eu un gain de plus de 15 lettres TDRS, ce qui fait 3 lignes. Très peu de pertes d'acuité visuelle sur l'étude. L'épaisseur rétinienne, donc on retrouve les courbes qu'on connaît d'habitude, à savoir une diminution de l'épaisseur rétinienne centrale et une bonne stabilité dans le temps sur l'année. Et on a étudié en fait l'épaisseur rétinienne en fonction du délai entre l'injection d'acétonide de fluocinolone et le dernier implant de dexaméthasone. Et là, à part sur le point initial à la baseline, il n'y a pas de différence sur ce délai, c'est-à-dire inférieur ou pas à 8 semaines. Vous allez voir pourquoi après on a fait ce distinguo. En analyse univariée, donc qu'est-ce qui retentit sur l'acuité visuelle? Eh bien, de façon statistique, c'est la présence d'une hypertension artérielle associée et l'ancienneté de l'œdème maculaire. Et en analyse multivariée, seule l'ancienneté de l'œdème maculaire est un facteur qui va impacter l'acuité visuelle. L'hypertension intervient aussi sur l'impact sur l'épaisseur rétinienne centrale. La problématique des traitements additionnels, dans la plupart des études, en fait, on voit que des patients ont
pour 30% des cas à peu près, ont eu un traitement en plus après l'injection d'acétonide de fluocinolone. Mais il était difficile de savoir quand avait eu lieu cet implant, cette injection supplémentaire. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un retard à l'allumage au niveau du produit ou est-ce que c'était une insuffisance d'efficacité en queue de produit, c'est-à-dire entre 24 et 30 mois si on avait un recul suffisant. Donc nos patients ont eu pour 32,7% des cas un traitement additionnel dans un délai moyen de 113 jours. Donc en fait, on s'aperçoit que ce traitement additionnel a été mis surtout chez les patients pour lesquels on a attendu qu'il y ait une reprise de l'œdème maculaire avant de faire le switch, c'est-à-dire un dexaméthasone, on attend la fin de l'effet, œdème reprend, on met l'acétonide de fluocinolone, on n'a pas d'effet boost puisque ce n'est pas un implant de Dexa. Résultat, le patient dit ça ne va pas, nous aussi, le temps que ça se mette en place, pouf, on fait un traitement additionnel. Mais là, c'est plus en fait un switch qui a été a priori mal réalisé, sans chevauchement et sans assèchement avant le passage à l'acétonide de fluocinolone. On s'aperçoit aussi que ce sont les mêmes patients qui ont les traitements additionnels ensuite, donc soit des patients qui finalement sont pas contrôlés totalement par la cortisone et ou par les anti-VEGF, puisque les traitements additionnels ne suffisent pas non plus forcément. Et donc ce sont les mêmes qui vont avoir le deuxième traitement additionnel, le troisième traitement additionnel et le quatrième traitement additionnel. Donc ici, on a fait la différence sur l'acuité visuelle ou l'épaisseur rétinienne centrale sur la nécessité d'un traitement additionnel. Bon, ce n'est pas un critère d'acuité visuelle qui est en fait le motif, c'est bien un critère d'épaisseur rétinienne. Et on voit bien que tout se joue aussi au départ, c'est-à-dire qu'un patient qui a une épaisseur rétinienne, quand on va injecter l'acétonide de fluocinolone qui est plus basse, c'est-à-dire un patient qui est sec, n'aura pas a priori besoin de traitement additionnel sur la durée versus celui qui repart avec un œdème initialement. Et d'ailleurs, les facteurs prédictifs de traitement additionnel, c'est bien donc la durée de la maladie, l'épaisseur rétinienne centrale au départ et l'intervalle entre le dernier dexaméthasone et le premier acétonide de fluocinolone. Si on regarde maintenant, pour terminer, la pression intraoculaire, eh bien, la pression intraoculaire moyenne était bonne. On n'a pas eu d'épisode au-delà de 19 mm de mercure sur une moyenne, donc ce qui était assez rassurant pour la molécule. On a eu de façon individuelle des patients qui ont fait une excursion au plus de 25 mm de mercure ou de plus de 30 mm de mercure. Mais là, vous voyez sur le groupe rouge, en fait, c'était des patients pour lesquels le délai entre le dernier DEX et le FAC n'était pas inférieur à 8 semaines. Et c'était des patients qui étaient traités au préalable avant par bithérapie ou trithérapie pour une pathologie hypertonisante oculaire. De la même façon, pour les patients qui font une excursion au plus de 21 mm de mercure, eh bien, il s'agissait dans la plupart des cas de patients qui avaient déjà présenté une hypertonie oculaire sous dexaméthasone ou initialement. On a eu donc parmi les patients un ACLT chez un antécédent de bithérapie, un mix et un antécédent de trithérapie, aucune chirurgie filtrante. Et on a eu 6 initiations de traitements hypotonisants et 23 augmentations de traitements hypotonisants chez des patients qui avaient déjà un traitement hypotonisant à baseline. Si on regarde en fait la PIO chez les patients entre le délai de réinjection, en fait, le délai de chevauchement entre le dexaméthasone et l'acétonide de fluocinolone, pour l'instant, on ne peut pas mettre en évidence d'effets hypertonisants de l'association des deux molécules. Donc en conclusion, l'acétonide de fluocinolone, après un implant de dexaméthasone, permet une bonne stabilisation de l'acuité visuelle et de l'épaisseur rétinienne centrale. Quand on fait un chevauchement entre les deux molécules, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas la reprise d'un œdème maculaire avant de traiter et d'initier par acétonide de fluocinolone, eh bien, il y a moins de traitements additionnels et un meilleur contrôle de l'épaisseur rétinienne centrale. Et même dans ce cadre-là, où il y a 2 corticostéroïdes en même temps dans l'œil, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de signaux supplémentaires et pas de surrisque lié à l'injection quasi simultanée du DEX et de l'acétonide de fluocinolone. Et ça rappelle bien la nécessité de sélectionner les patients par rapport au risque pressionnel. Je vous remercie pour votre attention.